un homme entre dans une chambre à Virginia Beach. Nous sommes en 1000. Dans sa poche, il porte une condamnation à mort signée par 3 médecins différents. 6 mois à vivre. Voilà tout ce qu'il lui reste. Il est venu voir quelqu'un dont on dit qu'il peut voir l'intérieur du corps humain pendant son sommeil. Ça sonne comme de la folie. Ça sonne comme une arnaque. Mais quand on est en train de mourir, la folie devient un dernier espoir. L'homme qui l'accueille n'a rien d'extraordinaire. Il porte des lunettes. Il a l'air fragile. Il s'appelle Edgar Cayce. Peut-être as-tu déjà entendu ce nom, peut-être pas, mais voici ce que tu dois savoir maintenant. Ce n'est pas un personnage de fiction, ce n'est pas une légende, c'est un homme réel, dont les diagnostics sont documentés dans plus de 14 000 cas archivés. L'Association pour la recherche et l'illumination, à Virginia Beach, les conserve encore aujourd'hui. N'importe qui peut les consulter, n'importe qui peut vérifier que ce que tu vas entendre, c'est réellement produit. Cayce s'allonge sur un canapé, ferme les yeux, et en moins d'1 minute, il commence à parler. Mais sa voix est différente. Il décrit l'intérieur du corps de cet homme, mourant avec une précision qu'aucun médecin n'avait réussi. Il nomme des organes que personne n'avait examinés. Il indique des causes que personne n'avait envisagées. Et puis il dit quelque chose qui changera la vie de cet homme pour toujours. Il lui dit que son corps sait se guérir, que pendant qu'il dort, des forces que nous comprenons à peine travaillent à réparer ce que le jour a abîmé. Il lui dit exactement comment activer ces forces, comment cesser d'interférer avec elles, comment permettre au sommeil de devenir un médicament. Cet homme n'est pas mort en 6 mois. Il a vécu 40 ans de plus, et avant de mourir, il a écrit tout ce qu'il avait appris d'Edgar Cayce, tout ce qu'il avait vu dans cette pièce. Tous les secrets que le prophète endormi lui avait révélés sur le corps qui guérit pendant que tu dors. Voici ce qu'il a écrit. Pour que celui qui a des oreilles puisse entendre, pour que celui qui cherche la guérison sache qu'il existe des chemins que la médecine conventionnelle ne connaît pas, pour que tu saches que ton corps veut te guérir et que chaque nuit, pendant que tu dors, il a la possibilité de le faire. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, quelque chose t'a amené. Écoute, chapitre 1, le prophète qui guérissait en dormant. J'écris ceci 40 ans après les événements que je vais raconter. J'ai 82 ans. Mes mains tremblent et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais ma mémoire demeure limpide quand il s'agit de ces jours qui ont tout changé. Selon les médecins de 1933, j'aurais dû mourir avant de fêter mes 43. Ils m'ont donné 6 mois à vivre. C'était il y a 4 décennies. Edgar Cayce m'a rendu la vie et avant de quitter ce monde, je veux laisser une trace de la façon dont il l'a fait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, des secrets que le prophète endormi m'a révélé sur le corps qui guérit pendant que tu dors. Je suis arrivé à Virginia Beach à l'automne 1933 avec une condamnation à mort dans la poche. 3 médecins différents m'avaient dit la même chose, mon foie était détruit, aucun traitement connu ne pouvait m'aider, je devais mettre mes affaires en ordre car il ne me restait pas plus de 6 mois à vivre. J'avais 42 ans, une épouse qui m'aimait, 2 enfants qui avaient encore besoin de moi et un corps qui s'éteignait sans que personne ne puisse rien faire pour l'empêcher. C'est ma belle-sœur qui m'a parlé d'Edgar Cayce. Au début, j'ai refusé de l'écouter. Un homme qui guérissait en dormant, ça sonnait comme du charlatanisme, comme une arnaque pour désespérer, et j'étais désespéré, ce qui me rendait encore plus méfiant. Mais mon épouse a insisté. Elle m'a dit que nous n'avions rien à perdre, que si j'allais mourir de toute façon, je devais au moins essayer tout ce qui était à ma portée. J'ai accepté davantage par épuisement que parfois. La maison de Cayce était modeste. Rien n'y suggérait qu'un homme extraordinaire y vivait. Sa femme, Gertrude, m'a reçu une femme aux yeux bienveillants qui semblait habituée à accueillir des gens brisés comme moi. Elle m'a expliqué la procédure. Edgar s'allongerait sur le canapé de son cabinet. Elle lui poserait des questions sur mon état. Il répondrait depuis cet état qu'ils appelaient la transe. Tout serait transcrit par la secrétaire, Gladys Davis, qui ne lèverait pas les yeux de son carnet pendant toute la séance. Quand Edgar Cayce est entré dans la pièce, son apparence ordinaire m'a surpris. C'était un homme d'âge moyen, avec des lunettes, d'allure plutôt fragile. Rien en lui ne suggérait des pouvoirs spéciaux. Il m'a salué poliment, m'a demandé comment je me sentais. Il a fait quelques remarques sur le temps. Il était si normal qu'un instant, j'ai pensé que tout cela n'était qu'une mise en scène bien élaborée. Puis il s'est allongé sur le canapé, a croisé les mains sur la poitrine, a fermé les yeux, et en moins d'1 minute, sa respiration a changé. Plus profonde, plus lente, son visage s'est détendu jusqu'à ressembler à celui d'un homme endormi, mais il ne dormait pas, pas exactement.
Il était quelque part entre ce monde-ci et un autre que je ne pouvais pas voir. Gertrude a commencé à parler. Elle a donné mon nom complet, ma date de naissance, mon adresse. Elle lui a demandé d'examiner mon corps et de décrire ce qu'il y trouvait. Il y eut un silence qui parut éternel. Puis Kay s'est mis à parler. Sa voix était différente. Pas totalement différente, mais il y avait quelque chose en elle qui n'était pas là lorsqu'il m'avait salué quelques minutes auparavant. Une autorité qui ne semblait pas venir de lui, mais passer à travers lui. Il a commencé à décrire mon corps avec un détail qui m'a glacé le sang. Il a parlé de mon foie, oui, mais aussi d'autres organes que les médecins n'avaient même pas mentionnés. Il a parlé de déséquilibres que personne n'avait détectés. Il a parlé de causes qui remontaient des années en arrière, à des habitudes que j'avais oubliées, mais que visiblement mon corps n'avait pas oubliées. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a parlé de mes émotions. Il a dit qu'il y avait du ressentiment stocké dans mon corps, qu'il y avait une colère non exprimée qui empoisonnait mes organes, qu'aucun traitement physique ne fonctionnerait complètement tant que je ne traiterais pas aussi ce qu'il appelait les causes mentales et spirituelles de ma maladie. Aucun médecin ne m'avait jamais parlé du lien entre mes émotions et mon foie, mais quelque chose en moi savait qu'il avait raison. Puis le traitement est venu. Il a parlé d'alimentation, d'aliments précis que je devais manger et d'autres que je devais absolument éviter. Il a parlé d'une huile que je devais appliquer en compresse sur mon abdomen. Il a parlé de l'importance du repos, mais pas n'importe quel repos, un repos avec intention. Il m'a dit qu'avant de dormir, chaque nuit je devais parler à mon corps. Je devais lui dire que pendant que je dormais, la guérison était en cours, que je devais programmer mon esprit afin que, pendant le sommeil, les forces curatives puissent travailler sans l'interférence de mes peurs et de mes doutes. La séance a duré moins d'1 heure. Quand Keo est revenu à lui, il ne se souvenait de rien de ce qu'il avait dit. Il m'a regardé de ses yeux bienveillants et m'a demandé si la lecture avait été utile. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais trop bouleversé pour parler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai fait ce que Key avait recommandé. Avant de dormir, j'ai fermé les yeux et j'ai parlé à mon corps. Je me suis senti ridicule au début, mais je l'ai fait. Je lui ai dit que pendant que je dormais, la guérison était en cours, que chaque cellule était en train d'être réparée, que l'intelligence qui avait construit mon corps à partir d'une seule cellule savait comment le reconstruire maintenant. J'ai dormi cette nuit-là comme je n'avais pas dormi depuis des années, et quand je me suis réveillé, quelque chose avait changé. Je n'étais pas guéri, pas encore, mais j'y avais une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis le début de ma maladie, un espoir qui ne venait pas de la pensée, mais d'un endroit plus profond. Le voyage de guérison avait commencé, et Edgar Kéché, le prophète endormi, m'avait montré la porte. Chapitre 2. Le corps sait se guérir. Dans les semaines qui ont suivi ma première lecture avec Case, j'ai suivi ses instructions à la lettre, non pas parce que j'étais convaincu qu'elles fonctionneraient, mais parce que je n'avais pas d'alternative. Quand on est en train de mourir, on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites en bonne santé. On devient humble, on devient obéissant, on devient prêt à croire à ce qu'on aurait rejeté sans y penser. Je suis retourné à Virginia Beach 3 mois plus tard pour ma lecture de suivi. Mon épouse m'a accompagné cette fois. Elle voulait voir de ses propres yeux ce que je lui avais décrit. Elle voulait comprendre ce qui transformait son mari d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quand Kay s'est entré en transe et a commencé à parler de mon corps, la première chose qu'il a dite m'a coupé le souffle. Il a dit que la guérison était en cours, que le foie répondait, que les forces vitales faisaient leur travail. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a changé à jamais ma compréhension de la maladie et de la santé. Le corps sait se guérir, a-t-il dit, avec cette voix qui semblait venir d'ailleurs. L'intelligence qui a construit ce corps à partir d'une seule cellule n'a pas oublié comment le réparer. Chaque blessure que ce corps a subie a guéri sans intervention consciente. La peau se referme, les os se ressoudent, le sang se régénère. Ce n'est pas un accident. C'est une intelligence plus ancienne et plus sage que n'importe quel médecin. Le problème n'y est jamais que le corps ne sait pas se guérir. Le problème, c'était que l'UVOM interfère avec la guérison. Ces mots se sont gravés dans mon esprit, comme s'ils avaient été écrits avec du feu. Le problème n'était pas mon corps, le problème, c'était moi. J'interférais avec ma propre guérison. Mais comment? Comment pouvais-je me saboter sans le savoir? Kate a continué à parler comme s'il avait entendu ma question silencieuse. Il a dit que l'esprit de l'homme était à la fois son plus grand allié et son pire ennemi, que les pensées de peur contractaient le corps et bloquaient le flux des forces curatives,
que l'inquiétude constante consumait l'énergie qui devait être utilisée pour réparer les tissus endommagés, que le doute agissait comme un poison qui neutralisait les remèdes les plus puissants. J'ai pensé au mois précédant ma maladie, aux nuits sans sommeil à m'inquiéter pour l'entreprise, à la rage que je ressentais envers un associé qui m'avait trahi, à la peur constante de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, à la tension qui ne quittait jamais mes épaules, ma mâchoire, mon estomac. J'avais vécu en état d'alarme permanent pendant des années, et maintenant mon corps en payait le prix. Kais a expliqué que pendant le sommeil, le corps a la possibilité de se réparer, mais seulement si l'esprit le permet. Un homme qui se couche rempli d'inquiétude ne se repose pas vraiment. Son corps peut être à l'horizontale, mais son esprit continue de courir. Ses muscles peuvent sembler détendus, mais à l'intérieur ils restent tendus. Les forces curatives qui devraient s'activer pendant la nuit trouvent un système encore en mode urgence. Et en mode urgence, le corps ne guérit pas, il survit. Cette fois, il m'a donné des instructions plus spécifiques. Je ne devais pas seulement parler à mon corps avant de dormir. Je devais préparer mon esprit tout au long de la journée pour le travail nocturne. Chaque pensée de peur que je remarquais devait être remplacée consciemment par une pensée de confiance. Pas une confiance aveugle, une confiance basée sur la vérité. Mon corps avait guéri des milliers de blessures sans mon aide consciente, et la même intelligence qui refermait une coupure sur mon doigt pouvait réparer mon foie si je cessais d'interférer. Il a aussi parlé de quelque chose qu'il appelait la loi de l'attente. Il a dit que le corps tendait à aller dans la direction de ce que nous attendons. Un homme qui s'attend à empirer empire généralement. Un homme qui s'attend à mourir meurt généralement. Non pas parce que l'attente serait magique, mais parce que l'attente programme le corps. Elle lui dit où aller. Elle lui indique quoi préparer. Si tu attends la maladie, ton corps se prépare à la maladie. Si tu attends la guérison, ton corps se prépare à la guérison. Cela ne signifiait pas qu'il suffisait de penser positif pour guérir. Kais était très clair là-dessus. Les traitements physiques étaient nécessaires, l'alimentation comptait, les compresses d'huile avaient une fonction réelle. Mais tout cela fonctionnait mieux, beaucoup mieux, lorsque l'esprit était aligné avec la guérison au lieu de travailler contre elle. Mon épouse a écouté tout cela en silence. Quand nous sommes sortis de la séance, elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle comprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais compris. Elle m'a dit que pendant des années, elle m'avait vu me détruire avec mes inquiétudes, qu'elle avait essayé de me le dire, mais que je n'écoutais pas, et qu'à présent, elle voyait clairement comment mon esprit avait rendu mon corps malade, et qu'elle voyait aussi comment mon esprit pouvait le guérir. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas seulement parlé à mon corps, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon pour les années de tension que je lui avais imposées, pour les nuits d'insomnie que je lui avais refusées, pour les pensées de peur avec lesquelles je l'avais empoisonné, pour avoir douté de sa sagesse alors qu'il avait toujours su comment me guérir. J'ai senti quelque chose bouger en moi pendant que je disais ces mots, comme si mon corps avait attendu cette reconnaissance, comme s'il avait eu besoin de savoir que je comprenais enfin qu'il n'était pas mon ennemi, mais mon allié le plus fidèle. Des larmes ont coulé sur mon visage. Pas des larmes de tristesse, quelque chose que je ne peux appeler que réconciliation. J'ai dormi cette nuit-là plus profondément que jamais, et quand je me suis réveillé, j'ai su avec une certitude qui ne venait pas de l'esprit que la guérison était en cours. Pas comme un espoir, comme un fait. Mon corps savait se guérir. Il l'avait toujours su. Et moi enfin je le laissais faire son travail. Chapitre 3. Ce qui se passe pendant que tu dors. À mesure que ma santé s'améliorait, ma curiosité grandissait. Les instructions de Kais ne me suffisaient plus. Je voulais comprendre pourquoi elles fonctionnaient. Je voulais savoir ce qui se passait dans mon corps pendant ces heures nocturnes qu'il considérait comme sacrées. Je voulais comprendre le mystère du sommeil qui guérit. Lors de ma 3e visite à Virginia Beach, j'ai demandé à Gertrude d'inclure ces questions dans la lecture. Je voulais que Kais, depuis cet état de connaissance élargi, m'explique exactement ce qui se produit dans le corps pendant que nous dormons. Ce qu'il a révélé cet après-midi-là a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Quand l'homme dort, a commencé Kais avec cette voix qui m'était devenue familière, le corps entre dans un état de réparation qui n'est pas possible pendant la veille. Pendant la journée, les forces vitales sont occupées à maintenir le corps en fonctionnement, digérer les aliments, bouger les muscles, traiter les stimulations des sens, répondre aux exigences constantes de la vie. Il n'y a pas d'énergie en surplus pour de grandes réparations, seulement pour un entretien de base. Mais quand le sommeil arrive et que le corps n'a plus besoin de répondre au monde extérieur, ses forces vitales se libèrent. Et alors commence le vrai travail.
Les tissus endommagés sont réparés, les toxines accumulées sont traitées et éliminées, les cellules qui ont terminé leur cycle sont remplacées par des cellules nouvelles. Le système qui défend le corps contre les envahisseurs se renforce et se réorganise. Tout cela se produit pendant que l'homme dort, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, sauf ne pas interférer. Il m'a expliqué que le sommeil avait différentes profondeurs et que chaque profondeur avait sa fonction. Dans les premières heures, le corps s'occupait surtout de la réparation physique. Les muscles fatigués étaient restaurés. Les organes qui avaient travaillé pendant la journée recevaient de l'attention. Les petites blessures invisibles que la vie quotidienne provoque étaient guéries. Voilà pourquoi les premières heures de sommeil étaient si importantes. Celui qui se couchait tard perdait les heures les plus précieuses pour la régénération physique. Puis venaient les heures les plus profondes, où le corps entrait dans un état que Casey décrivait comme proche d'une mort temporaire. Dans cet état, la conscience ordinaire se retirait presque entièrement. Le corps restait entre les mains de ce qu'il appelait les forces créatrices, la même intelligence qui avait formé le corps dans le ventre maternel. Cette intelligence savait exactement quoi réparer et comment le réparer. Elle n'avait pas besoin d'instruction. Elle avait seulement besoin que l'homme n'interfère pas avec ses peurs, ses inquiétudes, son incapacité à lâcher le contrôle. Dans les dernières heures de sommeil, l'accent se déplaçait du physique vers le mental et le spirituel. Les rêves remplissaient leurs fonctions, traitaient les expériences de la journée, intégraient ce qui avait été appris, résoudre des problèmes que l'esprit conscient n'avait pas su résoudre. Case accordait une grande importance aux rêves. Il disait qu'ils étaient des messages de l'âme au corps, et que les ignorer, c'était ignorer une source de sagesse inestimable. Je lui ai demandé combien d'heures de sommeil le corps avait besoin pour accomplir tout ce travail. Sa réponse m'a surpris. Il a dit que ce n'était pas seulement une question de quantité, mais de qualité. Qu'un homme pouvait dormir 10 heures et se réveiller épuisé si son sommeil était superficiel et agité, et qu'un autre pouvait dormir 6 heures et se réveiller complètement renouvelé si son sommeil était profond et sans interruption. La clé n'était pas de compter les heures, mais de créer les conditions pour que le sommeil remplisse sa fonction. Il m'a donné des instructions précises pour améliorer la qualité du sommeil. D'abord, la régularité. Le corps fonctionnait mieux quand on se couchait et qu'on se levait à la même heure chaque jour. Cela entraînait les forces internes à commencer leur travail de réparation au moment attendu. Un horaire régulier perturbait le corps et réduisait l'efficacité du sommeil. Ensuite, la préparation. Les heures avant de dormir devaient être des heures de calme, pas de disputes enflammées, pas de travail intense, pas de repas lourds qui obligeraient le corps à digérer alors qu'il devrait se préparer à réparer. L'esprit devait se calmer progressivement, comme un lac qui cesse de s'agiter quand le vent tombe. Ce n'est que dans des eaux tranquilles que le sommeil pouvait atteindre sa profondeur maximale. Troisièmement, la position. Kais recommandait de dormir sur le côté droit quand c'était possible. Il expliquait que cette position permettait au cœur de travailler avec moins d'efforts et aux organes digestifs de se placer de manière optimale. Ce n'était pas une règle absolue, a-t-il précisé. Le corps changerait naturellement de position pendant la nuit, mais commencer sur le côté droit donnait au sommeil un bon départ. Quatrièmement, et peut-être le plus important, l'attitude. Je devais me coucher chaque nuit avec la conviction que pendant que je dormais, la guérison était en cours. Pas comme un espoir vague, mais comme une certitude tranquille. Le corps répondait aux attentes de l'esprit. Si je me couchais en m'attendant à une mauvaise nuit, j'aurais une mauvaise nuit. Si je me couchais en faisant confiance au travail des forces curatives, ce travail se trouvait renforcé. J'ai mis en pratique toutes ces instructions avec la discipline d'un soldat. J'ai établi un horaire fixe. J'ai créé un rituel de calme avant de dormir. J'ai appris à me coucher sur le côté droit. Et chaque nuit, avant de fermer les yeux, je répétais les mots que Kesh m'avait enseignés. Je disais à mon corps que la guérison était en cours. Je le remerciais pour son travail infatigable. Je me livrais au sommeil comme on se livre à des mains aimantes qui savent exactement quoi faire. Les résultats ont été progressifs, mais indéniables. Je me suis mis à me réveiller différent, plus léger, plus clair, plus vivant. La douleur qui avait été ma compagne constante a commencé à diminuer. La couleur est revenue sur mon visage, la force est revenue dans mes muscles. Les analyses que les médecins me faisaient régulièrement montraient des améliorations qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mon foie se régénérait, l'impossible se produisait, et tout commençait chaque nuit, quand je fermais les yeux et que je permettais à mon corps de faire ce qu'il avait toujours su faire, me guérir pendant que je dormais, me reconstruire cellule par cellule, me rendre la vie que les médecins avaient déclarée perdue. Le sommeil a cessé d'être un simple repos.
Il est devenu le moment le plus important de ma journée, l'instant où la mort et la vie se rencontraient, où l'ancien était éliminé et le nouveau créé, où le miracle de la régénération se produisait en silence, dans l'obscurité, dans la confiance d'un corps qui n'avait jamais oublié comment me guérir. Chapitre 4. Les rêves comme diagnostic. Il y avait quelque chose que Katie mentionnait souvent dans ses lectures et que, au début, je n'ai pas pris au sérieux. Il parlait des rêves. Il disait qu'ils étaient bien plus que des fantaisies nocturnes d'un esprit au repos. Il disait que c'était des messages, des diagnostics, des avertissements de l'âme au corps que la plupart des hommes ignoraient parce qu'ils les considéraient comme dépourvus de sens. J'étais l'un de ces hommes. Avant de tomber malade, je me souvenais rarement de mes rêves et quand je m'en souvenais, je les rejetais comme absurdes. Des images sans lien, des histoires sans logique, rien qui mérite attention. Mais Caïs insistait, cette attitude était une erreur grave. Les rêves parlaient une langue différente de celle de l'esprit éveillé, et apprendre cette langue pouvait sauver des vies. Dans une de mes lectures, Kess a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit que des mois avant que ma maladie ne se manifeste physiquement, mon corps m'avait averti par les rêves que des signes avaient existé, que j'avais ignoré, des images d'eau stagnante, de pièces sales, de chemins bloqués. Tout cela, selon lui, était symbolique de ce qui se passait dans mon foie. Mon corps savait que quelque chose n'allait pas bien avant que les médecins puissent le détecter, et il avait essayé de me le dire de la seule manière possible, par les rêves. Je lui ai demandé comment apprendre à comprendre ces messages, comment déchiffrer un langage qui semblait complètement irrationnel. Caïs a expliqué que les rêves n'utilisaient pas le langage de la logique, mais celui des symboles. Un symbole pouvait signifier des choses différentes pour des personnes différentes selon leurs expériences et leurs associations personnelles. Mais certains symboles étaient universels. L'eau représentait généralement les émotions ou les fluides du corps. Une maison représentait généralement le corps lui-même. Un véhicule représentait généralement la manière dont nous avançons dans la vie. Il m'a donné des instructions pour commencer à travailler avec mes rêves. La première, les retenir. Cela exigeait une intention. Avant de dormir, je devais me dire que je me souviendrais de mes rêves au réveil. Je devais garder papier et crayon près du lit pour les écrire immédiatement, avant que l'esprit du jour ne les efface avec ses préoccupations. Les premiers jours, peut-être ne me souviendrais-je de rien, mais si je persistais, les rêves commenceraient à rester dans ma mémoire. La deuxième, les écrire sans les juger, peu importe qu'ils paraissent absurdes, peu importe qu'ils n'aient aucun sens apparent. Je devais écrire tout ce dont je me souvenais, chaque détail, chaque image, chaque émotion. L'analyse viendrait plus tard. Au moment d'écrire, je devais seulement capturer. La troisième, chercher des motifs. Un rêve isolé pouvait être difficile à interpréter, mais quand plusieurs rêves s'accumulaient, des thèmes revenaient, des images se répétaient, des situations se reproduisaient encore et encore, avec des déguisements différents. Ces motifs étaient les messages les plus importants. C'était ce que l'âme essayait de communiquer avec insistance. J'ai commencé cette pratique dès cette nuit-là. Avant de dormir, je me suis dit clairement que je me souviendrais de mes rêves. J'ai placé un carnet et un crayon sur la table près du lit. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, pour la première fois depuis des années, un rêve était vivant dans ma mémoire. J'avais rêvé d'une vieille maison qui avait besoin de réparation. Le toit fuyait, les murs étaient tachés d'humidité, mais dans le rêve, des ouvriers réparaient tout. Ils peignaient les murs, ils arrangeaient le toit. La maison était en train d'être restaurée. Quand j'ai raconté ce rêve à Kessel lors de la lecture suivante, il a souri depuis son état de transe. Il a dit que la maison était mon corps, que les fuites et l'humidité représentaient les problèmes de mon foie et que les ouvriers étaient les forces curatives qui me réparaient pendant que je dormais. Le rêve était une confirmation. Mon corps me disait que la guérison était en cours, que le travail était fait. À partir de ce moment, j'ai prêté attention à chaque rêve comme à un message urgent, et il l'était. J'ai rêvé de rivières qui, au début, étaient troubles, puis se clarifiaient progressivement. J'ai rêvé de jardins qui fleurissaient après un long hiver. J'ai rêvé du soleil qui sortait après une tempête. Chaque rêve reflétait ce qui se passait dans mon corps. C'était comme avoir un médecin intérieur qui me donnait des rapports nocturnes sur mes progrès. Mais les rêves ne montraient pas seulement ce qui allait bien. Ils avertissaient aussi de ce qui pouvait mal tourner. Une nuit, j'ai rêvé que je mangeais quelque chose qui me pesait, qui me remplissait de malaise. Le lendemain, en revoyant mon alimentation, je me suis rendu compte que j'avais réintroduit un aliment que Kaish m'avait demandé d'éviter. Mon corps l'avait remarqué avant mon esprit conscient et m'avait averti par le rêve. Une autre nuit,
j'ai rêvé d'une dispute violente avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je me suis réveillé agité, le cœur battant. Ce jour-là, j'ai réfléchi à mes émotions et j'ai compris que j'avais accumulé du ressentiment envers un voisin pour une affaire mineure. Je ne l'avais pas exprimé, j'avais fait comme si ça ne comptait pas, mais mon corps connaissait la vérité et il me l'a montré dans le rêve pour que je fasse quelque chose avant que ce ressentiment ne recommence à m'empoisonner. Kessé expliquait que le corps et l'âme communiquaient constamment, mais que l'esprit conscient, avec son bruit et ses distractions, n'écoutait généralement pas. Le sommeil était le moment où cette communication pouvait se faire sans interférence, où l'âme pouvait parler au corps et le corps à l'âme. Ignorer les rêves, c'était ignorer la moitié de notre vie. C'était fermer les yeux à des messages qui pouvaient nous sauver. Avec le temps, j'ai développé une relation avec mes rêves que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai appris à leur demander des conseils avant de dormir. Quand je faisais face à une décision difficile, je posais la question dans mon esprit et je demandais aux rêves de me montrer le chemin. Je ne recevais pas toujours des réponses claires, mais souvent, au réveil, j'avais une clarté que je n'avais pas la veille. Comme si, pendant le sommeil, une partie plus sage de moi avait examiné le problème et avait conclu. Cette pratique d'écouter les rêves est devenue une part essentielle de mon chemin de guérison. Ce n'était pas seulement le corps qui guérissait pendant que je dormais, c'était aussi l'âme qui communiquait, guidait, avertissait, confirmait. Chaque nuit était une occasion de recevoir une sagesse qui, pendant le jour, restait inaccessible. Les médecins qui m'avaient donné 6 mois à vivre n'auraient jamais compris cela. Pour eux, les rêves n'étaient qu'un bruit neurologique sans signification. Mais moi, j'avais appris autre chose. Dans ce bruit, il y avait de la musique. Et celui qui apprend à l'écouter accède à une connaissance qu'aucun instrument médical ne peut fournir. Chapitre 5. La position qui guérit. Il y avait quelque chose dans les lectures de Kess qui, au début, m'a semblé trop simple pour être important. Il parlait de la façon de positionner le corps pendant le sommeil. J'avais dormi toute ma vie de n'importe quelle façon, sans penser qu'une position puisse affecter ma santé. Je me couchais comme je tombais sur le dos, sur le ventre, sur le côté, peu importe, tant que c'était confortable sur le moment. Je n'avais jamais imaginé que cette inconscience puisse affecter ma capacité à guérir. Caïs a expliqué que le corps n'était pas simplement une masse de chair qu'on pouvait placer dans n'importe quelle posture sans conséquence. C'était un système complexe où chaque organe avait sa place et sa fonction, et la position dans laquelle nous dormions affectait directement la façon dont ces organes pouvaient travailler pendant la nuit. La position qu'il recommandait le plus était sur le côté droit. Il expliquait que, lorsque nous dormions de ce côté, le cœur restait légèrement surélevé et pouvait pomper avec moins d'effort. L'estomac et le pancréas se trouvaient dans une position qui favorisait la digestion de tout aliment encore en cours de traitement. Le foie, cet organe qui, dans mon cas, avait besoin de toute l'aide possible, se trouvait dans une position où le sang pouvait y circuler plus facilement. Il a aussi parlé de ce qui se produisait lorsque nous dormions dans d'autres positions. Sur le dos, cela pouvait être problématique pour ceux qui avaient des difficultés respiratoires, car la langue avait tendance à retomber en arrière et à obstruer partiellement les voies aériennes. Sur le ventre, cela comprimait les organes internes d'une manière qui rendait leur fonctionnement optimal plus difficile. Et sur le côté gauche, cela ajoutait une pression supplémentaire sur le cœur. Cela ne signifiait pas que nous devions garder une seule position toute la nuit. Le corps bouge naturellement pendant le sommeil, et c'est une bonne chose. Cela évite que la pression s'accumule en un seul point. Cela empêche la circulation de stagner. Mais Kaish recommandait de commencer la nuit sur le côté droit pour donner au corps le meilleur départ possible dans son travail de réparation. J'ai commencé à mettre cette pratique en œuvre et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les premiers jours, j'avais du mal à garder la position. J'étais tellement habitué à dormir autrement que mon corps se retournait automatiquement. Mais peu à peu, avec de la persévérance, dormir sur le côté droit est devenu naturel. Et quand cela s'est produit, j'ai remarqué que je me réveillais différent, plus reposé, plus léger dans l'estomac, moins raide dans le dos. Caïs a aussi parlé de l'importance de l'alignement de la colonne vertébrale pendant le sommeil. Beaucoup de problèmes de dos et de nuque, disait-il, venaient du fait de dormir dans des positions qui tordaient la colonne pendant des heures. L'oreiller devait avoir la bonne hauteur pour garder le cou aligné avec le reste de la colonne. Trop haut, le cou se pliait vers le haut, trop bas, il se pliait vers le bas. Dans les deux cas, cela tendait des muscles qui auraient dû être relâchés pendant la nuit. J'ai expérimenté différents oreillers jusqu'à trouver la bonne hauteur. Quand je l'ai trouvé,
La différence a été frappante. Je me suis réveillé sans la douleur de nuque que j'avais considérée comme normale pendant des années, sans la rigidité dans les épaules que j'attribuais à l'âge. En réalité, ce n'était pas l'âge, c'était simplement un oreiller inadapté qui tordait mon cou depuis des décennies. Il y avait une autre recommandation de Kaici concernant la position, et elle avait à voir avec l'élévation. Pour certaines conditions, surtout celles liées à la circulation et à la digestion, il suggérait de surélever légèrement la tête du lit. Pas beaucoup, quelques centimètres. Cela permettait à la gravité d'aider le corps dans son travail nocturne. Les fluides ne stagnaient pas aussi facilement, le reflux de l'estomac diminuait, la respiration se facilitait. J'ai mis cette élévation en place dans mon propre lit et j'ai remarqué des améliorations inattendues. Le gonflement de mes jambes qui apparaissait chaque matin a diminué. L'acidité qui parfois me réveillait la nuit a disparu. De petits changements de position produisaient de grands changements dans la façon dont je me sentais au réveil. Mais peut-être que le plus important dans ce que Cage enseignait sur la position n'était pas physique, c'était mental. Il disait que l'attitude avec laquelle nous nous couchions était une forme de positionnement intérieur. Un homme qui se couchait tendu, inquiet, avec l'esprit rempli de problèmes non résolus, positionnait son intérieur d'une manière qui rendait la guérison difficile. Un homme qui se couchait détendu, confiant, ayant remis ses préoccupations à une force plus grande, positionnait son intérieur pour recevoir tous les bienfaits du sommeil. Cette position intérieure était plus importante que la position extérieure. Cela ne servait à rien de se coucher sur le côté droit avec l'oreiller parfait si, à l'intérieur, il y avait un nœud d'anxiété qui ne se défaisait pas. Le corps physique pouvait être parfaitement aligné pendant que le corps émotionnel était complètement tordu, et c'était le corps émotionnel qui affectait le plus la qualité du sommeil. J'ai développé un rituel qui combinait les deux positionnements. Avant de me coucher, je restais assis quelques minutes en silence. Je faisais le point sur mon état intérieur. Si je trouvais de la tension, je respirais vers elle jusqu'à ce qu'elle se relâche. Si je trouvais une inquiétude, je la reconnaissais et je la remettais consciemment en me disant que la nuit n'était pas le moment de résoudre des problèmes, mais de guérir. Ce n'est que lorsque je sentais que mon intérieur était relativement aligné que je m'allongeais sur le côté droit avec mon oreiller adapté. Cette combinaison de positions extérieure et intérieure a transformé mes nuits. Le sommeil arrivait plus vite, il était plus profond, les rêves étaient plus clairs et le réveil était plus lumineux. Tout cela pour avoir prêté attention à quelque chose que j'avais toujours considéré comme insignifiant, la position du corps qui guérit. Chapitre 6. Ce que tu manges avant de dormir. L'une des premières choses que Kais a changé dans ma vie a été mon alimentation le soir. J'avais l'habitude de dîner tard et lourd. Après une journée de travail, j'avais l'impression de mériter un repas abondant, viande, pain, dessert, tout ce que mon corps réclamait après des heures d'effort. J'allais au lit l'estomac plein, persuadé que cela m'aiderait à mieux dormir. J'avais complètement tort. K a expliqué que manger lourd avant de dormir était l'une des pires erreurs que nous puissions commettre si nous voulions que le corps guérisse pendant la nuit. La raison était simple. La digestion exigeait une énorme quantité d'énergie. Quand l'estomac était plein, le corps devait consacrer ses ressources à traiter ce qu'il avait ingéré. Et ces ressources, précisément, étaient celles qu'il aurait dû utiliser pour réparer les tissus endommagés, éliminer les toxines, régénérer les cellules. Un homme qui se couche avec l'estomac plein, a-t-il dit dans l'une de mes lectures, demande à son corps d'accomplir deux travaux en même temps, digérer et réparer. Le corps ne peut pas faire les deux efficacement. En général, la digestion gagne, car elle est plus urgente. La nourriture dans l'estomac ne peut pas attendre, mais la réparation, elle, peut attendre. Et ainsi, nuit après nuit, la guérison est reportée parce que le corps est occupé à traiter un dîner qui n'aurait pas dû être mangé. Il m'a donné des instructions précises. Le dernier repas de la journée devait être léger. Des légumes, peut-être un peu de fruits, rien de viande lourde, rien d'amidon difficile à digérer. Et ce repas devait se terminer au moins 3 heures avant l'heure de se coucher. Cela donnait le temps à l'estomac de traiter ce qui avait été ingéré avant que ne commence la période de sommeil. Au début, j'ai résisté à ces instructions. Mon corps était habitué au dîner copieux. Les premières nuits, j'ai eu faim. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais Katie m'avait prévenu que cela arriverait. Le corps confond les habitudes avec le besoin. Il croit avoir besoin de secouer, il y a simplement les habitudes de recevoir. Donne-lui du temps, avait-il dit. Il s'y adaptera. Et il avait raison. Le corps s'adapte toujours quand on lui en donne l'occasion.
et il s'est adapté. Au bout de quelques semaines, mon corps a cessé de réclamer des dîners lourds. J'ai découvert que je dormais mieux l'estomac léger, que je me réveillais sans cette lourdeur que j'avais auparavant considérée comme normale, que mon énergie du matin était plus grande, parce que mon corps n'avait pas passé la nuit à digérer, mais à réparer. C'était comme si j'avais saboté mon repos pendant des années sans le savoir. Kais a aussi parlé d'aliments spécifiques qui favorisaient un sommeil réparateur. Il recommandait des légumes verts à feuilles au dîner, il disait qu'ils alcalinisaient le corps et créaient un environnement intérieur favorable à la régénération. Un corps acide, expliquait-il, était en état d'alarme constant. Un corps alcaline était en état de calme profond, et ce n'est que dans le calme que la véritable guérison pouvait se produire. Il y avait des aliments qu'il recommandait d'éviter complètement dans les heures proches du sommeil. Le sucre raffiné stimulait le système nerveux d'une manière qui perturbait le repos profond. Les viandes rouges demandaient trop d'efforts digestifs et maintenaient le corps au travail quand il devrait être en réparation. Les aliments frits surchargeaient le foie exactement au moment où le foie devrait se régénérer. L'alcool, même s'il semblait induire le sommeil, le fragmentait en réalité et en diminuait drastiquement la qualité réparatrice. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que Kais a dit sur le fait de manger vite ou de manger avec des émotions négatives. Il a dit que l'état émotionnel pendant le repas affectait directement la façon dont le corps traitait les aliments. Un homme qui mange en colère transforme même la nourriture la plus saine en poison. Un homme qui mange en paix transforme même une nourriture simple en médecine. Cela signifiait que ce n'était pas seulement ce que je mangeais avant de dormir qui comptait, mais comment je le mangeais. L'attitude était aussi importante que l'aliment lui-même. J'ai commencé à traiter mes dîners comme des rituels sacrés. Je mangeais lentement, sans hâte, sans cette urgence qui m'avait autrefois dominé. Je mâchais chaque bouchée jusqu'à ce qu'elle se défasse dans ma bouche. Je ne lisais pas, je ne parlais pas de problème pendant que je mangeais. J'étais simplement présent avec la nourriture, la remerciant en silence, permettant à mon corps de la recevoir en paix. Les résultats ont été remarquables. Ma digestion s'est améliorée d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Mon sommeil s'est approfondi et quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai commencé à avoir besoin de moins de nourriture pour me sentir rassasié. Quand je mangeais avec une présence totale, mon corps se satisfaisait plus vite. Je n'avais plus besoin de grandes quantités pour me sentir nourri. La qualité de l'expérience remplaçait la quantité de nourriture. Kais a également mentionné l'importance de l'eau. Il recommandait de boire suffisamment d'eau pendant la journée, mais de réduire l'apport dans les heures proches du sommeil. Trop d'eau avant de se coucher signifiait des interruptions pour aller aux toilettes. Et chaque interruption fragmentait le sommeil, réduisant son pouvoir réparateur. Le sommeil devait être continu pour atteindre les profondeurs où la véritable guérison se produisait. J'ai trouvé un équilibre qui fonctionnait pour moi. Je buvais l'essentiel de mon eau le matin et l'après-midi. Je dînais léger et tôt, généralement quand le soleil était encore haut. Je m'assurais qu'il se passe au moins 3 heures entre mon dernier repas et le moment où je me couchais. Et quand je fermais enfin les yeux, mon corps n'avait plus de travail digestif en attente. Il était libre de se consacrer entièrement à la guérison. Mon épouse a adopté ces mêmes habitudes, même si elle n'était pas malade. Elle a remarqué que son sommeil s'améliorait aussi, qu'elle se réveillait avec plus d'énergie et que certains petits malaises qu'elle avait acceptés comme faisant partie de la vie disparaissaient tout simplement. La bonne alimentation avant de dormir n'était pas seulement pour les malades. C'était pour quiconque voulait permettre à son corps d'accomplir son travail nocturne sans obstacle. Cette simple modification de mes habitudes alimentaires a eu des effets qui ont dépassé toutes mes attentes. Je ne dormais pas seulement mieux et plus profondément. Mon foie, cet organe que les médecins avaient déclaré détruit, guérissait plus vite maintenant que je ne le surchargeais pas chaque nuit avec des dîners qu'il ne pouvait pas traiter. C'était comme si j'avais posé des pierres sur une plante en espérant qu'elle pousse. Dès que j'ai retiré les pierres, la plante a fait ce qu'elle avait toujours voulu faire. La nourriture peut être un médicament ou un poison. Tout dépend de ce que tu manges, quand tu le manges et comment tu le manges. C'est l'une des leçons les plus pratiques que Kate m'a enseignées et l'une de celles qui ont eu le plus d'impact sur mon chemin de retour à la vie. Chapitre 7. L'esprit est le constructeur. Il y avait une phrase que Kais répétait dans presque toutes ses lectures. Une phrase qui, au début, m'a semblé trop simple pour contenir la profondeur que je découvrirais ensuite. L'esprit est la vie. L'esprit, intelligence mentale est le constructeur. Le physique est le résultat. Ces 13 mots contenaient tout ce que je devais savoir sur la santé et la maladie. Mais il m'a fallu des mois pour comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. L'esprit est la vie. Cela désignait la force vitale qui anime tout être vivant. L'étincelle qui différencie un corps vivant d'un cadavre.
Cette force ne pouvait être créée ni détruite. Elle circulait en nous tant que nous étions vivants, et elle se retirait quand nous mourions. Nous n'avions pas le contrôle sur elle, nous pouvions seulement faciliter ou entraver son flux. Le physique est le résultat. Cela signifiait que le corps, avec sa santé ou sa maladie, était le produit final de quelque chose qui s'était produit auparavant. Le corps ne tombait pas malade par accident, il ne guérissait pas par hasard. Il était le résultat de forces opérant à des niveaux plus profonds. Traiter uniquement le corps revenait à peindre un mur humide sans réparer la canalisation cassée. Cela pouvait sembler mieux temporairement, mais le problème reviendrait. Mais c'était la phrase du milieu qui contenait le secret, l'intelligence mentale et le constructeur. Cela signifiait que entre l'esprit et le corps, l'intelligence mentale agissait comme un architecte. Elle prenait l'énergie vitale et la moulait, lui donnait une forme, la dirigeait. Une pensée de peur dirigeait l'énergie d'une certaine manière. Une pensée de confiance la dirigeait d'une autre. Avec le temps, ces schémas de pensée devenaient des schémas physiques. L'intelligence mentale construisait le corps, pour le meilleur ou pour le pire. Kai s'expliquait que chaque pensée produisait une réaction dans le corps, pas comme une métaphore, comme un fait physiologique. Une pensée de danger activait des systèmes qui préparaient le corps à combattre ou à fuir. Une pensée de paix activait des systèmes qui permettaient la réparation et la régénération. Le corps ne distinguait pas un danger réel d'un danger imaginé. Il réagissait pareil aux deux. Cela signifiait qu'un homme qui vivait préoccupé par des dangers qui n'arrivaient jamais maintenait son corps en état d'alarme permanent, et un corps en alarme permanente ne pouvait pas guérir. Je me suis retourné sur ma propre vie avec des yeux neufs. J'ai vu les années d'inquiétude, les pensées répétitives sur tout ce qui pouvait mal tourner, l'anxiété qui était ma compagne constante. J'avais cru que ces pensées n'étaient que désagréables, mais inoffensives. Je comprenais maintenant qu'elles avaient construit ma maladie brique après brique. Mais si l'esprit pouvait construire la maladie, il pouvait aussi construire la santé. C'était la bonne nouvelle au cœur de cette révélation difficile. Je n'étais pas condamné par mes pensées passées. Je pouvais commencer à penser autrement maintenant. Je pouvais donner à mon corps de nouvelles instructions. Je pouvais utiliser mon esprit comme un allié, au lieu d'un ennemi. Case m'a donné des pratiques spécifiques pour reconstruire mes schémas mentaux. La première, la vigilance. Je devais observer mes pensées comme on observe des oiseaux traverser le ciel, sans les juger, sans tenter de les arrêter, simplement en les voyant. Cette observation créait une distance entre moi et mes pensées. Elle me permettait de voir que mes pensées n'étaient pas moi. C'étaient des événements dans mon esprit, mais moi j'étais celui qui les observait. La deuxième, la substitution. Quand je remarquais une pensée destructrice, je devais la remplacer consciemment par une pensée constructive. Il ne s'agissait pas de nier la réalité, mais de choisir où placer mon attention. Si je me surprenais à penser à tout ce qui pouvait mal tourner, je déplaçais mon attention vers ce qui pouvait bien se passer. Si j'anticipais le pire résultat, je passais à la visualisation du meilleur résultat possible. La troisième, la répétition. Kais recommandait ce qu'il appelait des affirmations, de courtes phrases à répéter avec conviction jusqu'à ce qu'elles deviennent des croyances. Des phrases comme « Mon corps sait se guérir »,« La force curative circule en moi »,« Chaque cellule est renouvelée »,« Yefia, ce cœur réussive circule en moi ». Au début, ces phrases semblaient vides, je ne les croyais pas vraiment. Mais avec la répétition constante, quelque chose commençait à changer. Les mots s'enfonçaient dans des niveaux plus profonds de l'esprit, et depuis là, ils commençaient à construire. J'ai pratiqué cette technique avec la même discipline que celle avec laquelle je prenais les remèdes physiques recommandés par Kaïsi. J'observais mes pensées, je remplaçais les destructrices, je répétais mes affirmations chaque matin au réveil et chaque nuit avant de dormir. C'était un travail difficile. L'esprit était habitué à ses anciens schémas et résistait au changement. Mais peu à peu, quelque chose a bougé. Les pensées de peur venaient moins souvent, et quand elles venaient, elles perdaient leur force plus rapidement. L'inquiétude, qui avait été mon état constant, a commencé à s'espacer. Il y avait des moments de paix qui auparavant étaient impossibles. Et mon corps répondait à ces changements d'une façon que je pouvais sentir. Mon épouse a été la première à le remarquer. Elle m'a dit que je semblais différent, pas seulement plus sain physiquement, mais plus léger dans ma manière d'être, comme si un poids invisible avait été retiré de mes épaules. Elle avait raison. Le poids de mes propres pensées m'avait écrasé pendant des années. En changeant mes pensées, le poids se levait. Caïs avait raison. L'esprit était le constructeur. Pendant des années,
J'avais construit une prison de maladie sans le savoir. Maintenant, avec les mêmes outils, mais avec d'autres plans, je construisais mon chemin de retour vers la santé. Pensée après pensée, jour après jour, jusqu'à ce que le corps qui avait été le résultat de la peur devienne le résultat de la confiance. Chapitre 8. Programmer le subconscient. Il y avait quelque chose que Ki mentionnait souvent et que, au début, j'avais du mal à comprendre. Il parlait de l'esprit subconscient comme s'il s'agissait d'une entité séparée, comme si un autre être vivait en moi, un être qui entendait tout ce que je pensais et ressentais, puis agissait selon ses instructions. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas une métaphore. C'était une description précise de la façon dont fonctionne l'esprit humain. Kate expliquait que nous avions deux esprits. L'esprit conscient était celui que nous utilisions pendant la journée, celui qui pense, analyse, prend des décisions. Il était bruyant et limité. Il ne pouvait se concentrer que sur une chose à la fois, et il s'éteignait quand nous dormions. Mais en dessous existait un autre esprit, l'esprit subconscient. Cet esprit ne dormait jamais. Il travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il contrôlait toutes les fonctions du corps qui se produisaient sans intervention consciente, le battement du cœur, la digestion, la respiration, la régénération cellulaire. Tout cela était le travail du subconscient. Mais le subconscient faisait encore autre chose. Il écoutait. Il écoutait chaque pensée produite par l'esprit conscient. Il écoutait chaque mot que nous prononcions. Il écoutait chaque émotion que nous ressentions. Et il prenait tout cela comme des instructions. Le subconscient ne jugeait pas si ces instructions étaient bonnes ou mauvaises. Il les exécutait simplement. Si nous lui disions sans cesse que nous étions malades, il travaillait à nous maintenir malades. Si nous lui disions que nous guérissions, il travaillait à nous guérir. Cette révélation a complètement changé ma compréhension du pourquoi des affirmations. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas une pensée positive creuse. C'était une communication directe avec la partie de l'esprit qui contrôlait le corps. Chaque fois que je répétais une affirmation de guérison, j'envoyais une instruction au subconscient et le subconscient, serviteur fidèle, essayait d'exécuter cette instruction. Caïs attachait une importance particulière au moment juste avant de dormir pour cette programmation. Il expliquait que lorsque l'esprit conscient commençait à s'éteindre, le subconscient devenait plus accessible. C'était comme si les portes qui le protégeaient habituellement s'ouvraient pendant cette transition entre l'éveil et le sommeil. Les instructions données à ce moment-là pénétraient plus profondément. Elles avaient plus de puissance. Il m'a donné un protocole précis pour programmer mon subconscient avant de dormir. D'abord, je devais m'allonger confortablement et relâcher consciemment chaque partie de mon corps. Cela calmait l'esprit conscient et préparait le terrain. Ensuite, les yeux fermés, avec une respiration lente, je devais visualiser mon corps totalement sain. Pas comme un espoir, comme une image claire et détaillée. Je devais voir mon foie fonctionner parfaitement, voir le sang circuler propre et vital, voir chaque organe remplir sa fonction avec facilité. Pendant que je maintenais cette visualisation, je devais répéter des affirmations spécifiques. Mon corps se régénère pendant que je dors. Chaque cellule reçoit l'énergie dont elle a besoin pour guérir. Les forces curatives travaillent en moi toute la nuit. Je devais répéter ces phrases non pas comme quelqu'un qui récite mécaniquement, mais comme quelqu'un qui parle avec conviction à un être qui écoute attentivement. Parce que quelqu'un écoutait, mon subconscient captait chaque mot. Caïs a averti de l'importance du ton émotionnel dans cette pratique. Les mots seuls avaient un pouvoir limité, mais les mots associés à une émotion avaient une puissance multipliée. Je devais sentir la vérité de ce que j'affirmais. Je devais générer dans mon corps la sensation de soulagement, de gratitude, de confiance que j'aurais si la guérison s'était déjà produite. Cette émotion était le carburant qui donnait de la force aux instructions. Les premières semaines, cette pratique semblait artificielle. Mon esprit conscient intervenait sans cesse. Il doutait, questionnait, se moquait. Mais j'ai persisté. Caïs avait dit que la persistance était la clé, que le subconscient devait entendre le même message de nombreuses fois avant de l'accepter comme une instruction valide. C'était comme dresser un animal. Il ne suffisait pas de donner l'ordre une fois. Il fallait le répéter avec patience, jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe. Après quelques semaines, quelque chose a changé. La pratique est devenue plus naturelle. Les doutes de l'esprit conscient ont diminué. Et j'ai commencé à remarquer que mes rêves reflétaient les images que j'avais visualisées avant de dormir. Je rêvais de guérison. Je rêvais de vitalité. Comme si le subconscient confirmait qu'il avait reçu les instructions et qu'il travaillait dessus. J'ai aussi remarqué des changements au réveil. Je me sentais différent, plus léger, comme si pendant la nuit, quelque chose avait réellement travaillé en ma faveur.
Les douleurs qui m'accueillaient chaque matin ont commencé à diminuer. L'énergie, qui auparavant mettait des heures à apparaître, était disponible plus rapidement. Case expliquait que le subconscient ne travaillait pas seulement la nuit, il travaillait toujours, mais pendant le sommeil, sans les distractions et les exigences du jour, il pouvait se concentrer plus complètement sur les instructions reçues. C'est pour cela que la programmation avant de dormir était si efficace. C'était comme donner des consignes à un ouvrier juste avant qu'il commence son service le plus productif. Cette pratique est devenue une partie essentielle de ma routine nocturne. Chaque nuit, sans exception, je me couchais et je programmais mon subconscient pour la guérison. Avec le temps, les mots sont devenus presque inutiles. Il suffisait d'entrer dans cet état de relaxation et de visualisation pour que le subconscient sache quoi faire. Nous avions établi un langage commun, une communication fluide, sans effort. En regardant en arrière, je peux dire que c'est l'une des pratiques les plus puissantes que Kais m'a enseignées. Elle ne remplaçait pas les traitements physiques. Elle les complétait d'une manière que les traitements seuls n'auraient jamais pu atteindre. C'était comme avoir un allié intérieur, travaillant 24 heures sur 24 pour ma guérison. Un allié qui avait toujours été là, attendant des instructions. Un allié que je savais enfin appris à utiliser. Chapitre 9. Les glandes, porte de l'esprit. Il y eut une lecture que Kais m'a donnée et que je n'ai pas comprise tout de suite. Il a parlé de mes glandes, pas de mon foie malade, pas de ma digestion compromise, de mes glandes. Il a dit qu'elles étaient les portes entre l'esprit et le corps, que nulle guérison véritable ne pouvait se produire si ces portes étaient fermées ou déséquilibrées, et que je devais leur prêter attention si je voulais recouvrer pleinement la santé. Je savais peu de choses sur les glandes. Je savais qu'elles existaient, qu'elles produisaient des substances dont le corps avait besoin, mais je ne les avais jamais considérées comme importantes pour mon état. Les médecins qui m'avaient traité ne les avaient jamais mentionnées. Ils se concentraient sur l'organe malade, pas sur le système qui régulait tout le corps. Kais voyait les choses d'une façon complètement différente. Il a expliqué que les glandes endocrines étaient 7 centres principaux répartis le long du corps, la pinéale au centre du cerveau, l'hypophyse juste en dessous, la thyroïde dans la gorge, le thymus dans la poitrine, les surrénales au-dessus des reins, les cellules de Leydig dans la zone reproductive et les gonades à la base. Chacune produisait des hormones qui affectaient tout le fonctionnement du corps. Mais Kais disait qu'elles faisaient plus que cela, elles étaient les points où l'esprit se connectait à la matière. Cette idée me semblait étrange. Les glandes étaient des organes physiques, on pouvait les voir, les mesurer, les analyser. Comment pouvaient-elles être aussi des portes spirituelles? K a expliqué que l'être humain n'était pas seulement un corps. Il était corps, esprit et âme entrelacés. Et les glandes étaient les points d'entrelacement. Quand nous méditions, quand nous prions, quand nous ressentions des émotions profondes, les glandes répondaient. Quand les glandes étaient équilibrées, la connexion entre les niveaux de l'être circulait librement. Quand elles étaient déséquilibrées, cette connexion se bloquait. Il m'a parlé spécialement des glandes surrénales qui, dans mon cas, étaient épuisées. Il a expliqué que des années de stress et d'inquiétude les avaient vidées. Les surrénales produisaient les hormones qui nous aident à faire face au danger. Mais quand le danger était constant, quand nous vivions en alarme permanente, comme j'avais vécu, ces glandes s'épuisent. Et lorsqu'elles s'épuisent, tout le corps souffre, l'énergie disparaît, le système immunitaire s'affaiblit, la capacité de guérir diminue dramatiquement. Kais a recommandé des traitements spécifiques pour mes surrénales, repos profond, réduction du stress, certains aliments qui les nourrissent. Mais il a aussi recommandé quelque chose qu'aucun médecin n'aurait suggéré, la méditation. Il a dit que la méditation correcte pouvait restaurer l'équilibre glandulaire d'une manière qu'aucun traitement physique ne pouvait atteindre. Que, en calmant l'esprit et en se connectant à l'esprit, les glandes recevaient une énergie renouvelante qui les réparait de l'intérieur. Il m'a enseigné une forme de méditation qui impliquait l'attention portée au centre glandulaire. Je commençais assis en silence, les yeux fermés. Je respirais profondément jusqu'à ce que le corps se relâche. Puis je portais mon attention au centre le plus bas, à la base de la colonne vertébrale. Je l'observais simplement, je le ressentais sans forcer. Après quelques instants, je montais l'attention au centre suivant, au-dessus des reins, là où se trouvent les surrénales. Je continuais à monter, centre après centre, jusqu'au sommet de la tête. Cette pratique a eu des effets que je n'attendais pas. Lorsque mon attention arrivait à certains centres, je ressentais des sensations physiques, chaleur, picotement, parfois une pulsation subtile. C'était comme si les glandes répondaient au fait d'être observées, comme si l'attention elle-même était une forme de nourriture. Kais
expliquait que chaque centre glandulaire était associé à différents aspects de la vie, les gonades à la créativité et à la reproduction, les surrénales à l'énergie et à la réponse au stress, le thymus à l'amour et à la compassion, la thyroïde à la volonté et à l'expression, l'hypophyse à l'intuition et à la sagesse, la pinéale à la connexion spirituelle directe. Quand tous ces centres étaient équilibrés, l'être humain fonctionnait en harmonie. Quand l'un d'eux était bloqué ou épuisé, tout le système en souffrait. Dans mon cas, ce n'était pas seulement les surrénales qui étaient compromises, la thyroïde montrait aussi un déséquilibre. Kay a relié cela à des années durant lesquelles je n'avais pas exprimé ce que je ressentais vraiment, à ma tendance à me taire quand j'aurais dû parler, à réprimer ma vérité pour éviter les conflits. Cette répression avait affecté la glande de l'expression, et la glande affectée avait impacté ma santé générale d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai commencé à pratiquer cette méditation des centres chaque matin, 15 minutes d'attention silencieuse montant de la base à la couronne. Avec le temps, les centres qui au début semblaient endormis ont commencé à se réveiller. Les sensations sont devenues plus claires et j'ai remarqué des changements dans mon énergie, dans mon état émotionnel, dans ma capacité à affronter la journée. J'ai aussi changé ma manière de vivre selon ce que Kay avait révélé sur chaque centre. J'ai commencé à exprimer davantage ce que je ressentais pour aider la thyroïde. J'ai pratiqué la compassion activement pour fortifier le thymus. J'ai cherché des moments de créativité pour équilibrer les centres inférieurs. Chaque glande avait besoin non seulement d'attention méditative, mais aussi d'expression dans la vie quotidienne. Des analyses médicales faites quelques mois plus tard ont montré quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Mes niveaux hormonaux s'étaient nettement améliorés. Les surrénales montraient des signes de récupération. La thyroïde fonctionnait mieux. Ils n'avaient prescrit rien pour cela. Il n'existait pas de traitement conventionnel pour ce qui se produisait. Mais cela se produisait. Les portes entre l'esprit et le corps s'ouvraient, et à travers elles coulait la guérison. Chapitre 10. Les huiles qui réparent. De tous les remèdes que Kaysa recommandait au cours de ses milliers de lectures, aucun n'a été aussi fréquent que l'huile de ricin. Il la mentionnait encore et encore pour des conditions si diverses qu'au début, cela m'a semblé suspect. Comment une simple huile pouvait-elle aider autant de maladies différentes? N'était-ce pas le signe d'un charlatanisme, prescrire la même chose pour tout? Mekis expliquait que l'huile de ricin ne traitait pas des maladies spécifiques, elle traitait quelque chose de plus fondamental. Elle aidait le corps à faire ce qu'il savait déjà faire, guérir. Quand Kaysa a recommandé des compresses d'huile de ricin pour mon foie, il a donné des instructions très précises. Il ne suffisait pas d'appliquer l'huile sur la peau. Il existait une méthode exacte à suivre pour obtenir tous les bénéfices. Il m'a fallu du temps pour réunir le matériel et apprendre la procédure correctement, mais une fois que je l'ai maîtrisée, elle est devenue l'une des pratiques les plus puissantes de mon protocole de guérison. La procédure était la suivante. J'avais besoin d'un morceau de flanelle de laine, assez grand pour couvrir toute la zone du foie, des côtes droites jusqu'à l'abdomen. Cette flanelle devait être saturée d'huile de ricin, pas seulement humidifiée, mais imbibée complètement jusqu'à goûter. Ensuite, je la plaçais directement sur la peau, couvrant la zone où repose le foie. Par-dessus la flanelle, je mettais un morceau de plastique pour éviter que l'huile ne tache tout. Et par-dessus le plastique, un coussin chauffant ou une bouillotte pour maintenir une chaleur constante. La chaleur était essentielle. Ka expliquait que l'huile de ricin pénétrait la peau et atteignait les tissus profonds, mais que cette pénétration était multipliée par la chaleur. La chaleur ouvrait les pores, relâchait les tissus, permettait à l'huile d'aller là où elle devait aller. Sans chaleur, la compresse n'était qu'à moitié efficace. Avec la chaleur, elle devenait un traitement profondément pénétrant. Je devais maintenir la compresse au moins 1 heure. Case recommandait de le faire dans un état de relaxation complète, ne pas lire, ne pas s'inquiéter, simplement se reposer, peut-être méditer, permettre au corps de recevoir le traitement sans interférence mentale. Ce temps de calme faisait partie du traitement lui-même. Ce n'était pas seulement l'huile qui guérissait, c'était l'association de l'huile, de la chaleur et du repos profond qui créait les conditions de la réparation. La fréquence recommandée pour mon cas était de 3 jours consécutifs de compresse, suivi de 4 jours de repos. Pendant les jours de repos, je devais prendre une petite quantité d'huile d'olive par voie interne pour aider à éliminer les toxines mobilisées par les compresses. Ce cycle devait être répété pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, selon la gravité de l'état. Les premières fois que j'ai appliqué les compresses, je n'ai rien ressenti de spécial, seulement une chaleur agréable sur l'abdomen
et la sensation étrange de l'huile qui pénétrait ma peau. Mais après la première semaine, j'ai commencé à remarquer des changements. Ma digestion s'est nettement améliorée. La douleur sourde que je ressentais dans la zone du foie depuis des mois a commencé à diminuer. Et quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai commencé à faire des rêves très vifs les nuits qui suivaient les compresses. Comme si le traitement mobilisait non seulement des toxines physiques, mais aussi émotionnelles. Caïs expliquait que l'huile de ricin avait la capacité d'augmenter la circulation dans les tissus où elle était appliquée. Plus de sang signifiait plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de capacité à éliminer les déchets. Le foie, qui dans mon cas était congestionné et surchargé, commençait à recevoir ce dont il avait besoin pour mieux fonctionner. Les cellules endommagées pouvaient enfin se réparer parce qu'elles avaient les ressources nécessaires. Il parlait aussi de ce qu'il appelait le système lymphatique. Ce système était comme le drainage du corps. Il recueillait les déchets des tissus et les transportait vers les organes d'élimination. Mais contrairement au sang, qui a le cœur pour le pomper, la lymphe n'a pas de pompe. Elle se déplace lentement, dépendant des mouvements musculaires et de certains stimuli externes. L'huile de ricin stimulait le flux lymphatique d'une manière que peu d'autres traitements pouvaient obtenir. Mon épouse a commencé à utiliser les compresses elle aussi, même si elle n'avait aucune maladie diagnostiquée. Elle a remarqué que son sommeil s'améliorait, que certaines gènes digestives qu'elle avait acceptées comme normales disparaissaient, que sa peau devenait plus claire et plus lumineuse. L'huile de ricin n'était pas seulement pour les malades, c'était pour quiconque voulait aider son corps à fonctionner mieux, à se nettoyer plus efficacement, à rester en équilibre. Avec le temps, j'ai développé une relation presque sacrée avec ce rituel. Les nuits de compresse sont devenues des nuits particulières. Je m'allongeais avec la chaleur sur l'abdomen, je fermais les yeux et je sentais que quelque chose était pris en charge à l'intérieur de moi. Quelque chose était réparé. Ce n'était pas seulement un traitement médical, c'était une forme d'amour envers mon propre corps, une manière de lui dire qu'il comptait, que j'étais prêt à donner du temps et de l'attention à sa guérison. Les mois ont passé, et les analyses médicales ont commencé à refléter ce que je sentais déjà intérieurement. Mon foie s'améliorait, les marqueurs qui avaient été dangereusement élevés se rapprochaient de valeurs normales. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, ils ne connaissaient pas l'huile de ricin. Ils ne comprenaient pas comment une simple huile appliquée sur la peau pouvait avoir des effets sur un organe interne. Mais les chiffres ne mentaient pas. Quelque chose fonctionnait. Ka avait recommandé l'huile de ricin dans plus de 500 lectures documentées, pour des problèmes digestifs, pour des douleurs articulaires, pour des kystes, pour des congestions lymphatiques, pour une variété étonnante de conditions. Non parce qu'elle serait une cure magique universelle, mais parce qu'elle aidait le corps dans sa fonction la plus fondamentale, se réparer, se nettoyer, revenir à son état naturel d'équilibre. Aujourd'hui encore, des décennies après ses premières compresses à Virginia Beach, j'utilise l'huile de ricin régulièrement. Non plus parce que je suis malade, mais parce que j'ai appris que garder le corps propre et une bonne circulation est la meilleure prévention qui existe. L'huile qui répare est devenue l'huile qui entretient. Et je lui dois en partie ces 40 années de vie supplémentaires que les médecins avaient juré que je n'aurais jamais. Chapitre 11. Nettoyer pour guérir. Il y avait un thème que Caïsi évoquait dans presque toutes ses lectures de santé, quelle que soit la condition du patient. Il parlait de l'élimination, de l'importance cruciale que le corps puisse expulser ses déchets efficacement. Il disait que beaucoup de maladies qui semblaient compliquées avaient une racine simple. Le corps était intoxiqué par ses propres déchets parce qu'il ne parvenait pas à les éliminer correctement. Au début, cette insistance sur l'élimination m'a semblé trop basique, presque primitive. J'avais une maladie grave du foie. Je m'attendais à des traitements sophistiqués, à des remèdes exotiques, pas à des conseils sur le fait d'aller aux toilettes régulièrement. Mais Kai insistait, sans une élimination adéquate, aucun autre traitement ne fonctionnerait pleinement. C'était comme essayer de nettoyer une maison, alors que les canalisations étaient bouchées. On pouvait frotter autant qu'on voulait, l'eau sale n'avait nulle part où aller. Il a expliqué que le corps possédait 4 canaux principaux d'élimination, les intestins, qui évacuent les déchets solides de la digestion, les reins, qui filtrent le sang et expulsent des toxines par l'urine, les poumons, qui rejettent le dioxyde de carbone et d'autres gaz à chaque expiration, et la peau, l'organe le plus grand du corps, qui élimine des toxines par la transpiration. Si l'un de ces canaux fonctionnait mal, les autres se surchargeaient. Et si plusieurs fonctionnaient mal, les toxines s'accumulaient dans le corps et provoquaient toutes sortes de problèmes. Dans mon cas, Kess a identifié que mes intestins étaient le principal problème. Des années de mauvaise alimentation, de repas pris trop vite,
d'ignorance des signaux de mon corps, avait créé ce qu'il appelait un côlon paresseux. Les déchets ne se déplaçaient pas avec la régularité nécessaire. Ils restaient trop longtemps dans l'intestin et les toxines qui auraient dû être expulsées étaient réabsorbées dans le sang. Ce sang chargé de toxines passait par le foie, le surchargeant. Ma maladie du foie n'avait pas commencé dans le foie, elle avait commencé dans l'intestin des années auparavant. Les recommandations de Case pour améliorer l'élimination intestinale étaient multiples. D'abord, l'alimentation, plus de légumes, surtout des légumes verts à feuilles, plus de fibres naturelles provenant des fruits et des céréales complètes, moins de viande, moins d'amidon raffiné, moins de tout ce qui congestionne et ralentit le système. L'eau était cruciale. Je devais boire au moins 6 verres d'eau pure par jour, de préférence entre les repas, afin de ne pas diluer les sucs digestifs. L'eau gardait les déchets souples et facilitait leur progression. Il a aussi recommandé quelque chose qui m'a surpris, des irrigations du côlon. Pas souvent, mais périodiquement comme une façon de nettoyer profondément l'intestin des déchets accumulés. Il expliquait que même avec une bonne alimentation, des résidus pouvaient rester collés aux parois du côlon pendant des années. Ces résidus devenaient des foyers de toxicité qui empoisonnaient lentement le système. Une irrigation professionnelle pouvait enlever ce que l'élimination naturelle n'arrivait pas à atteindre. Je me suis soumis à une série d'irrigations sous la supervision d'un professionnel qui connaissait les méthodes de Case. L'expérience était inconfortable, mais révélatrice. Ce qui est sorti de mon corps pendant ces séances m'a montré à quel point j'avais porté une charge sans le savoir. Après chaque séance, je me sentais nettement plus léger, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, comme si les toxines du corps avaient affecté la clarté de mes pensées. Pour les reins, Case recommandait d'augmenter la consommation d'eau et de réduire drastiquement le sel. Le sel forçait les reins à travailler excessivement et contribuait à la rétention d'eau. Il suggérait aussi certaines tisanes qui soutenaient la fonction rénale sans la forcer. Tout devait être progressif. Les reins ne se nettoyaient pas en un jour. Ils avaient besoin d'un soutien constant pendant des semaines et des mois. Pour les poumons, il insistait sur l'importance de la respiration profonde. La plupart des gens respiraient de façon superficielle, n'utilisant qu'une fraction de leur capacité pulmonaire. Cela signifiait que les poumons ne se vidaient jamais complètement de l'air ancien. Des résidus gazeux s'accumulaient dans les zones profondes qui ne recevaient jamais d'air frais. Des exercices de respiration profonde, pratiqués plusieurs fois par jour, aidaient à nettoyer les poumons et à améliorer l'oxygénation de tout le corps. Pour la peau, Case recommandait une transpiration régulière. L'exercice qui provoquait la sueur était idéal, mais pour ceux qui ne pouvaient pas faire d'activité intense, les bains de vapeur ou les saunas remplissaient la même fonction. La sueur était une forme d'élimination que beaucoup de personnes modernes avaient oubliée. Elles vivaient dans des environnements contrôlés où elles ne transpiraient jamais vraiment, et leur peau, cet immense organe d'élimination, restait endormie. Il recommandait aussi quelque chose de simple mais puissant, le brossage à sec de la peau. Avant le bain, avec une brosse à poils naturelle, je devais frotter toute la peau avec des mouvements dirigés vers le cœur. Cela stimulait la circulation superficielle, ouvrait les pores et activait le système lymphatique juste sous la peau. C'était une pratique de 5 minutes seulement, mais aux effets profonds sur la capacité du corps à éliminer les toxines. J'ai mis en place toutes ces pratiques en même temps. J'ai amélioré mon alimentation pour les intestins, augmenté l'eau pour les reins, pratiqué la respiration profonde pour les poumons. J'ai commencé à transpirer régulièrement et à brosser ma peau chaque matin. Les effets ont été cumulatifs. Chaque canal d'élimination qui s'améliorait réduisait la charge sur les autres. Le système entier commençait à mieux fonctionner. Mon foie, qui était le centre des inquiétudes des médecins, a énormément bénéficié de ce nettoyage général. Il n'était plus surchargé à traiter des toxines que l'intestin aurait dû éliminer. Il ne luttait plus seul contre la maladie. Il avait l'appui d'un corps qui, enfin, fonctionnait comme un système intégré. Case répétait souvent une phrase, la propreté et la sainteté. Au début, je pensais qu'il parlait en termes spirituels, mais j'ai compris qu'il parlait aussi de manière très littérale. Un corps propre à l'intérieur est un corps capable de guérir. Un corps intoxiqué est un corps qui lutte contre lui-même. La propreté n'était pas seulement une bonne habitude de santé, c'était la condition préalable à toute guérison véritable. Chapitre 12. Le secret du prophète endormi. 40 ans ont passé depuis cet après-midi à Virginia Beach, quand j'ai vu Edgar Cayce fermer les yeux et commencer à parler avec une voix qui ne semblait pas entièrement la sienne. 40 ans depuis que les médecins m'ont donné 6 mois à vivre. 40 ans que je n'aurais pas dû vivre selon tout ce que la science de l'époque savait.
Pourtant, me voilà, écrivant ces mots avec des mains tremblantes mais vivantes, laissant un témoignage de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de ce qui m'a sauvé, quand rien d'autre ne pouvait me sauver. Kais est mort en 1945, à peine 12 ans après que je l'ai rencontré. Il est mort épuisé. Il avait donné trop de lectures durant ces dernières années, sous la pression des milliers de personnes qui affluaient vers lui, désespérés, cherchant de l'aide. Son propre don le s'a consumé. Les mêmes lectures qui lui avaient conseillé de se reposer, de limiter le nombre de séances, ont été ignorées, parce qu'il ne pouvait pas se refuser devant tant de souffrances humaines. Il est mort comme il a vécu, au service des autres, donné jusqu'au dernier souffle pour soulager la douleur de ceux qui venaient à lui. J'ai assisté à son enterrement à Virginia Beach. Il y avait des centaines de personnes réunies sous un ciel gris de janvier. Beaucoup d'entre elles, comme moi, avaient été sauvées par ces lectures. J'ai vu des visages que je connaissais de la salle d'attente de sa maison, des personnes arrivées mourantes, et qui, des années plus tard, étaient vivantes et en bonne santé, des personnes abandonnées par les médecins et que Case avait relevées. Nous avons pleuré ce jour-là, non seulement l'homme qui s'en allait, mais aussi tous ceux qui ne pourraient plus être aidés par lui, toutes les lectures qui ne seraient plus données, tout le savoir qui semblait partir avec son dernier souffle. Mais Casey a laissé quelque chose derrière lui. Il a laissé plus de 14 000 lectures documentées, chaque mot soigneusement transcrit par Gladys Davis pendant des décennies de travail dévoué. Il a laissé une fondation, l'Association pour la recherche et l'illumination, qui préserverait ses enseignements et les rendrait accessibles aux générations futures. Il a laissé des livres, des articles, des témoignages de personnes guéries. Son corps est mort, mais sa connaissance a survécu. Et cette connaissance continue de guérir des gens aujourd'hui encore, des décennies après que sa voix s'est tue pour toujours. J'ai beaucoup réfléchi durant ces 40 ans à ce qu'était réellement le secret de Keshe. Qu'est-ce qui faisait que ces lectures fonctionnaient quand la médecine conventionnelle échouait? Au début, j'ai cru que c'était l'accès à une information surnaturelle, que dans cet état de transe, il pouvait voir ce que personne d'autre ne voyait, qu'il pouvait regarder à l'intérieur du corps humain comme si la chair était transparente. Et cela était vrai. Mais ce n'était pas le secret complet. Il y avait quelque chose de plus profond. Le véritable secret, je l'ai compris après des décennies de réflexion, était sa vision de l'être humain. Keshe ne voyait pas des patients, il ne voyait pas des cas, il ne voyait pas des maladies, il voyait des êtres entiers, corps, esprit et âme, entrelacés d'une manière que la médecine conventionnelle ignorait totalement. Quand il donnait une lecture, il ne cherchait pas seulement l'organe malade, il cherchait les causes derrière les causes, les émotions qui avaient empoisonné le corps, les pensées qui avaient construit la maladie brique après brique, les déséquilibres spirituels qui se manifestaient comme des symptômes physiques. Il voyait l'être humain tel qu'il est réellement, non pas une machine de chair, mais un miracle de niveaux entremêlés. Cette vision intégrée était révolutionnaire à l'époque, et elle l'est encore aujourd'hui. La médecine moderne a énormément progressé dans sa capacité à diagnostiquer et traiter des maladies spécifiques. Elle possède des machines capables de voir à l'intérieur du corps avec une précision stupéfiante. Elle possède des médicaments capables d'attaquer des maladies avec une exactitude remarquable. Mais elle continue de traiter le corps comme une machine séparée de l'esprit et de l'âme. Elle continue de chercher des solutions chimiques ou chirurgicales à des problèmes qui ont souvent des racines émotionnelles ou spirituelles. Elle continue d'ignorer ce que Case savait il y a près d'un siècle, l'esprit est la vie, l'intelligence mentale est le constructeur, et le physique est le résultat. L'autre secret de Case était sa foi inébranlable dans la capacité du corps à se guérir lui-même. Je ne l'ai jamais vu avec le pessimisme qui caractérisait les médecins qui m'avaient traité auparavant. Ces docteurs me regardaient avec pitié. Ils me parlaient avec le ton de ceux qui ont déjà accepté la défaite. Mais Case était différent. Quand il parlait d'un état aussi grave soit-il, il y avait toujours dans sa voix la certitude que la guérison était possible. Il ne promettait pas des guérisons miraculeuses, il ne garantissait pas des résultats. Mais il transmettait une confiance dans les forces curatives du corps, une confiance contagieuse. Et cette confiance, je l'ai compris, faisait partie du traitement. Peut-être même la partie la plus importante. J'ai essayé de vivre ces 40 dernières années selon ce que Case m'a enseigné. J'ai pris soin de mon alimentation, en évitant ce qui congestionne et en choisissant ce qui nourrit. J'ai gardé mes canaux d'élimination ouverts et actifs. J'ai pratiqué la méditation sur les centres glandulaires chaque matin, sans exception. J'ai programmé mon subconscient avant de dormir, lui donnant des instructions de guérison. J'ai utilisé régulièrement les compresses d'huile de ricin, sentant leur chaleur pénétrer là où elle devait aller.
J'ai surveillé mes pensées et remplacé les destructrices par des constructives. J'ai écouté mes rêves comme des messages de mon âme. J'ai respecté le sommeil comme un temps sacré, le temps où mon corps accomplit son travail le plus important. Mais plus que toute pratique particulière, j'ai essayé de garder vivante la vision que Caïs avait de l'être humain. Je me suis rappelé sans cesse que je ne suis pas seulement ce corps qui vieillit et s'affaiblit. Je suis aussi un esprit capable de choisir ses pensées. Je suis aussi une âme reliée à quelque chose de plus grand que moi. Cette vision a donné du sens non seulement à ma santé, mais à toute ma vie. Elle a transformé ma manière de voir la maladie, la vieillesse et même la mort. Mon épouse est morte il y a 5 ans. Elle me manque chaque jour, mais je sais que ce qu'elle était réellement n'est pas mort. Cela a seulement changé de forme. Mes enfants ont maintenant plus d'âge que moi lorsque je suis tombé malade. Je les regarde et je m'émerveille qu'ils existent. J'ai des petits-enfants qui ne seraient jamais nés si j'étais mort en 1934, comme les médecins l'avaient prédit. Chacun d'eux est un témoignage vivant de ce que Caïs a rendu possible. Il ne m'a pas seulement sauvé moi, il a sauvé une lignée entière de vies qui s'étend vers l'avenir. Des vies qui ne sauront jamais combien elles doivent à un homme qui dormait pour guérir. J'écris ces mots en sachant que mon propre temps approche de sa fin. 82 ans, c'est une longue vie, plus longue que je n'aurais jamais espéré. Je sens mon corps fatigué d'une manière nouvelle. Je sais que la fin n'est pas loin, mais je n'ai pas peur. Caïs m'a enseigné que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Que ce que nous sommes vraiment ne peut pas mourir, parce que cela n'est jamais né. Que le corps n'est qu'un véhicule temporaire pour quelque chose d'éternel. Avant de partir, je voulais laisser ce témoignage, afin que celui qui le trouve sache qu'il existe des manières de guérir que la médecine conventionnelle ne connaît pas. Que le corps possède une sagesse profonde que nous pouvons apprendre à écouter. Que le sommeil n'est pas seulement du repos, mais une régénération active. Que nous sommes plus que ce que nos yeux peuvent voir, bien plus. Edgar Cayce, le prophète endormi, m'a appris que la guérison est toujours possible, non garantie, non facile, mais toujours possible pour celui qui est prêt à faire le travail. Il m'a appris que le corps veut guérir avec une urgence que nous comprenons à peine, et que notre rôle est simplement de cesser d'interférer avec ce processus. Il m'a appris que pendant que nous dormons, des forces que nous comprenons à peine travaillent sans relâche pour nous réparer, nous renouveler, nous ramener à la vie. Si tu écoutes ces mots parce que toi aussi tu cherches la guérison, je veux que tu saches ceci, tu n'étais pas seul dans ta souffrance, ton corps est de ton côté, pas contre toi. Et une sagesse existe, disponible, capable de te guider vers la santé. Caïs t'a laissé documenter pour toi. Tu n'as qu'à la chercher et à l'appliquer avec patience et constance, et à faire confiance. À faire confiance profondément au fait que ton corps sait se guérir pendant que tu dors. Voilà le secret du prophète endormi. Et maintenant, ce t'est aussi ton secret. Utilise-le bien.